je ne voulais pas écrire ce livre. Puis je me suis dit, mais peut-être que ces souvenirs, ils sont prospectifs. Peut-être que ces souvenirs, ce sont aussi des leçons. Et donc j'ai laissé courir ma plume. Je me suis interdit de la retenir. Je dis la vérité, je vais jusqu'au bout et je dis tout ce que j'ai vu. Les anecdotes qui foisonnent ne sont pas des anecdotes des fanfreluches, des guirlandes. Ce sont des anecdotes qui portent une leçon, et souvent une leçon terrible. J'ai voulu raconter dans ce livre, à travers le prisme très personnel de mes souvenirs, de mes rencontres, de mes combats, de mes immersions, les grands craquements, les grands tremblements, les grands ébranlements qu'a vécu la France depuis les années 70. J'ai voulu raconter comment ceux qui disaient la vérité ont été éloignés, se sont éclipsés, ont disparu, et ceux qui continuaient de mentir occupaient encore aujourd'hui le devant de la scène. J'ai vu se profiler derrière les petits mensonges et les grands menteurs la haute trahison. Je pèse mes mots. La haute trahison de celles et ceux, des élites mondialisées, françaises, qui ont abandonné la France et blessé son âme. C'est-à-dire ceux qui avaient intérêt, les entreprises post-nationales notamment, à démolir, abattre les frontières, les États, les nations, et ceux qui, par idéologie, voulaient un homme nouveau, un homme nomade, fabriquer un homme nomade, détaché de ses patries charnelles, de ses attachements vitaux, sans patrie ni sexe, et qui soit manipulable comme un consommateur compulsif, donc un homme nomade déraciné. Les libertaires et les libéraux s'entendent comme larron en fouettard. C'est la conversation que j'ai eue un jour avec Cohn-Bendit. Je lui ai dit, mais finalement, tu es le père spirituel de Giscard. Il me dit parfaitement. Et il se vantait d'aller parler au MEDEF pour soutenir en fait le discours du MEDEF. Il n'y a pas de différence. C'est une forme de capitalisme débridé qui est partagé comme conviction par les uns et par les autres. Et ce qui caractérise les hommes politiques d'aujourd'hui, c'est le marketing. On va à la godille en fonction du marketing de l'instant. Je raconte comment Sarkozy, par exemple, écoutait son alchimiste. Il le faisait venir dans son bureau, Patrick Buisson. Patrick Buisson déposait ses cornus, l'alchimiste, le vert, le rouge, les liquides. C'était les résultats des sondages. Et puis ensuite, il faisait les mélanges et ça donnait l'identité nationale. Ah, je ne peux pas dire ça, dit Sarko. Eh ben, il faut le dire, c'est 4 points. C'est les 4 points qui te permettent de faire le trou. Non, je ne peux pas, parce que ça, l'identité nationale, on va dire c'est Vichy, c'est tout ça. Ben, il faut le dire, si tu ne veux pas le dire, tu ne le dis pas, mais à ce moment-là, tu perds. Et finalement, Sarko hésite, et puis il fait savoir à Arlette Chabot, parce qu'il fait l'émission le soir même, la grande émission d'Arlette Chabot sur la 2, il fait savoir qu'il y aura un scoop dans la première minute, et il annonce « je créerai un ministère de l'identité nationale ». Alors la droite applaudit, les gens se disent quand même formidable, il nous a entendus, il nous a compris. En fait, il s'en fout complètement. Simplement, c'est l'alchimiste qui lui a dit « dis ça si tu veux prendre 4 points ». Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement. C'est très simple finalement. Ça marche comme des petits poux tickets de Super U. En 1994, j'avais décidé de faire un commando face à la liste Baudis, Raffarin, etc. Donc la liste maastrichtienne, et nous on était la liste anti-maastrichtienne. Et j'avais avec moi Jimmy Goldsmith, qui était un milliardaire, un brillant esprit, qui avait écrit un livre à succès qui s'appelait Le Piège, et qui s'est littéralement converti à l'anti-mondialisation après avoir profité de la mondialisation. Il était mon numéro 2. Et puis il y avait aussi Thierry Jean-Pierre, il y avait Charles de Gaulle, non célèbre d'un porte-avions, etc.
Et donc, on remplit les salles, mais les sondages ne répondent pas. Mais vraiment, on remplit les salles partout, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, alors à l'époque, on avait le droit, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on avait le droit de faire appel à l'argent privé jusqu'à la hauteur d'un plafond, mais qui était très haut. Et donc, quelqu'un qui était sur la liste avait le droit d'apporter son financement personnel. Très important ce que je dis, parce qu'on était dans la légalité parfaite. Et d'ailleurs, notre compte de campagne a été parfaitement validé. Et donc, j'avais dit à Jimmy, voilà, moi j'ai pas le premier sou, si vous pouvez nous aider, etc. Bon, d'accord, etc. Et on arrive à un mois de l'élection. On était sur le point de trouver du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'en fait, on creusait, on était à 1-2%, c'était désespérant, à tel point que Jimmy Goldsmith était reparti chez lui au Mexique. Et j'essaye de le rattraper, et il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système, il faudrait acheter les sondages, et pendant 3 mois, quoi, même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, mais pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jimmy Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1 parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jimmy a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après, et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc., 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. Ce n'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. C'est pas ça, c'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Et la solution est évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Ouais. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de 3 principes que nous portons depuis des années, les socialistes, mais pas simplement les socialistes, tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. When we are successful, we will be. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. André Berkoff, quand le livre était sorti, ne pouvait pas assurer lui-même la promotion du livre, parce qu'il savait que ses copains journalistes l'auraient reconnu. Il a demandé à un jeune homme de faire pour lui la promotion du livre. Et un jour, France Inter a interrogé ce jeune homme, pensant qu'il s'agissait de l'auteur Caton, et écoutez bien le jeune homme, ça va vous dire quelque chose. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir
au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Nous, la droite, dit-il, c'est François Hollande qui parle. Nous sommes en 1983. François Hollande, conseiller à l'Élysée. Vous connaissiez pas cette histoire? Il était conseiller à l'Élysée. Il est dans un gouvernement, vous voyez, et il se fait passer pour un dirigeant de droite sur une antenne nationale. Qu'est-ce qu'on apprend quelques mois plus tard encore? Qu'en fait, cette histoire avait été montée par Jacques Attali, qui avait été trouvé Claude Durand, et qui lui avait dit « La droite nous embête, est-ce qu'on ne peut pas lui mettre quelque chose dans les pattes ?» Et donc, ils ont fabriqué Caton. Si nous arrivons au pouvoir, nous allons tourner le dos à la décision mortifère de 73 qui a consisté à obliger la France à aller emprunter sur les marchés financiers internationaux. C'est ça qui a plombé notre économie et notre liberté. C'est ça qui fait que nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Expliquez cette décision qui est peu connue. Donc nous retournerons, alors là pour le coup, vous voyez, la France d'après, en matière... Vous parlez de la loi qui a empêché l'État d'emprunter directement à la Banque de France. Exactement. Et on empruntait sans intérêt. Et là, on nous a forcés, ils nous ont forcés à aller emprunter sur les marchés financiers. On a d'ailleurs gavé ces marchés financiers d'argent, de fait. Et nous sommes dans la situation d'un ménage surendetté. Plus nous empruntons, plus nous sommes endettés. Plus nous sommes endettés, plus nous empruntons avec un taux d'intérêt important, plus nous sommes endettés, etc., etc. Nous ne nous en sortirons pas. Madame Le Pen, pour rétablir cette loi, il faut encore rétablir la monnaie nationale. Oui, bien sûr. La Banque de France n'est plus la Banque de France, c'est une succursale de la Banque Centrale Européenne. Mais monsieur, c'est peut-être la décision la plus essentielle et la plus immédiate à mettre en œuvre le jour où nous arriverons au pouvoir. Il y a 2 priorités absolues, sans lesquelles nous ne pourrons rien faire d'autre. Retrouver notre liberté monétaire, retrouver le droit de battre monnaie, réinstaller la Banque de France dans ses prérogatives et sortir de ce système mortel du système financier international où, en réalité, nous avons déjà payé en intérêt, écoutez bien cela, nous avons déjà payé en intérêt l'équivalent de notre dette. Voilà, bon. Et la deuxième... 600 milliards d'euros. Et la deuxième mission essentielle, décision essentielle, c'est de retrouver la maîtrise de nos frontières. Qu'elles soient concernant la circulation des hommes, la circulation des produits ou la circulation des capitaux. Sans ces 2 mesures-là, retrouver la maîtrise de nos frontières, retrouver la maîtrise de notre monnaie, toutes les promesses sont illusoires. Voilà, parce que nous n'aurons pas les moyens de les mettre en œuvre. Je propose que nous donnions priorité aux questions des auditeurs. Moi, j'aurais moi-même quelques questions qui me brûlent les lèvres. Oui, non, quoi, si nous faisons ça, Monsieur Descartes, si nous faisons cela, c'est le problème du Tour de France. C'est qu'en réalité, si nous retrouvons notre... Le Tour de France, c'est de dopage. Ah mais non, si nous retrouvons notre liberté, eh bien tout le monde, après nous, retrouvera sa liberté. Et c'est bien ce que craignent les tenants de cet ordre mondial. C'est bien ce que craignent les tenants de ce système monétaire international. C'est que si un seul pays retrouve sa liberté et démontre par là que nous sommes capables de recréer la prospérité, eh bien il en sera fini des 1% de cette hyperclasse qui vit tellement bien de la mondialisation au détriment des 99%. Les tenants du nouvel ordre mondial dont vous parlez, n'est-ce pas la superclasse mondiale dont parlait Huntington C'est ça, c'est l'hyperclasse. C'est l'hyperclasse, c'est les grandes banques qui d'ailleurs se portent très bien, qui ont enregistré un mois de septembre qui est le meilleur depuis, je crois, 1939. Ce sont les grandes multinationales qui payent 8% d'impôts quand les PME, PMI françaises en payent 33%. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Aucun. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Voilà le choix de la France. Aidez-moi à construire cette France qui entraînera le monde
sur la voie d'un nouvel ordre mondial. Aidez-moi à construire l'Europe forte